Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Johanna Jahin qui est sexologue et j'ai plein de questions à lui poser, donc bonjour Johanna. Bonjour, Merci de venir sur cette chaîne pour cette interview. mais merci de l'invitation surtout. Alors du coup vous êtes sexologue, alors moi j'ai déjà pour les gens qui regardent la chaîne, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi on vient vous voir? Oui, bien sûr. Alors, sexologue, en fait, pour faire simple, ça va être le thérapeute qui est spécialisé dans les troubles sexuels. Donc, il y a plusieurs axes en fait de travail. Ça, on l'ignore un peu parce qu'on voit le sexologue comme quelqu'un dans un cabinet. Oui, il va y avoir cette partie-là qui est le premier axe de travail. Donc, la prise en charge thérapeutique des troubles sexuels, que ça soit dû à une pathologie ou à un traumatisme. Donc, on va retrouver le vaginisme, l'endométriose, les traumatismes sexuels, etc. L'autre partie qui est moins connue, on va dire, ça va être toute la partie éducation sexuelle. Là, on peut intervenir en extérieur, donc en structure, en milieu scolaire, et on va venir aborder des thèmes un peu plus généraux qui vont être le consentement, les dérives des réseaux sociaux, le harcèlement sexuel. Et enfin, le dernier axe, et alors là, je crois que c'est celui qui est le moins connu, qui va être en fait l'information et la prévention à la santé sexuelle. Donc là, le sexologue, il va répondre à tous les questionnements qu'on peut se poser, que ça soit les questions de genre, d'orientation sexuelle, de maladie, de pratiques sexuelles, voilà, toutes ces questions-là. Donc, le sexologue est amené à travailler en cabinet, mais il est aussi également amené à travailler en extérieur, en établissement. Et pourquoi on vient le voir? Lorsqu'un élément perturbe notre sexualité et cette sexualité qui doit être épanouie et épanouissante. Alors, c'est plutôt un bon programme. Ouais. En fait, à la base, j'ai remarqué, et on en avait déjà discuté, que les gynécologues, les médecins, ils renvoient peu vers les sexologues. Est-ce que vous pouvez expliquer, vous comprenez pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que le métier de sexologue est très récent. C'est un métier qui fait partie des métiers non réglementés en France, comme on peut voir tous les métiers de médecine douce, que ce soit les sophrologues, même s'ils tendent à être réglementés. Et il y a très peu de sexologues en France. Si vous tapez vraiment sur Internet ou dans votre bottin pour les plus anciens, il y a très peu de sexologues. Donc déjà, on n'est pas très connu. L'autre chose, c'est que on a des gynécologues qui sont installés depuis un certain moment, qui sont un peu de l'ancienne école où la sexologie n'était pas abordée du tout. Et donc, on a un peu mis en place cette surpuissance, cette suprématie de la médecine par rapport à la psychologie. Et on entend beaucoup que non, dans les maladies gynécologiques, il n'y a pas besoin de prise en charge psychologique, puisque c'est purement physique. Donc, soigner le corps, pour eux, suffit. Non. Aujourd'hui, on tend à dire que soigner le psychisme va accompagner vers une meilleure guérison. Donc, c'est vrai que ces deux explications, pour moi, sont les plus plausibles au fait que les gynécologues ne renvoient pas vers nous. Mais je tiens à dire que les lignes changent, puisque les nouveaux gynécologues sortent fraîchement d'école, qu'ils voient ce que c'est la sexologie. Donc, on a de plus en plus, effectivement, de personnes qui vont orienter leurs patients ou patientes vers nous. C'est intéressant ce que vous dites au niveau des maladies notamment sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles. Ouais. Je fais un petit aparté par rapport à la suite des questions que j'avais prévues, mais c'est vrai que ce que vous disiez sur l'accompagnement psychologique, c'est vraiment important parce que moi du coup j'ai toujours mon programme sur le papillomavirus et il y a plein de choses à dire là-dessus. Ouais. Et je sais notamment qu'il y a des gens qui n'arrivent pas forcément à guérir, c'est-à-dire qu'on les soigne, mais le problème est toujours là. Donc je pense qu'il y a effectivement l'accompagnement psychologique. Oui. Il y aurait peut-être quelque chose à dire là-dessus au niveau des infections sexuellement transmissibles qui partent jamais ou qui reviennent tout le temps ou des choses comme ça. C'est comme toute chose en fait, à partir du moment où on travaille pas, où on n'est pas dans l'accueil, l'acceptation, le changement va pas pouvoir se mettre en place. Donc oui, on peut très bien soigner le corps. Mais si au niveau psychique, on n'a pas fait notre deuil, notre acceptation des choses, ça va pas pouvoir avancer. Je donne toujours cet exemple parce que je le trouve concret. Vous avez mal à la tête, vous prenez, alors on va pas citer de marque, mais du paracétamol. Ouais. Votre mal de tête, il passe, très bien. Mais il va revenir 2 jours après, 3 jours après. Tant qu'on ne sait pas pourquoi vous avez ce mal de tête, vous aurez beau prendre tout le temps
du paracétamol, oui, le mal de tête passera, mais temporairement. Et bien en fait, c'est la même chose pour les maladies. C'est-à-dire que la maladie, on va pouvoir la soigner physiquement, ça c'est indéniable, mais tant qu'il n'y a pas une prise en charge psychologique, tant qu'on ne comprend pas pourquoi cette maladie revient, pourquoi elle nous colle finalement au corps, il n'y aura pas de réelle guérison. Et le psychologique, aujourd'hui, on le sait, ça fait 60% de la guérison. Vous prenez n'importe quelle maladie, même les personnes atteintes de cancer, à partir du moment où elles ont une volonté de guérir, où il y a un deuil qui est fait de ce corps sain, etc., elles sont déjà en voie de guérison. Un malade qui dirait « non, je n'ai pas envie de guérir », vous avez beau faire toute la chimiothérapie, ça sera compliqué à guérir complètement. Ouais, et puis des fois, je pense qu'il y a des mécanismes inconscients aussi. Bien sûr. La personne veut guérir, mais finalement, il y a des blocages, des choses qui ne sont pas conscientisées. Et je pense que, il y a plein de choses. Il y a tout un travail à faire. Encore une fois, on est dans l'holistique. Ouais. Et c'est ça le plus important. En fait, exactement. Et c'est vraiment une prise en charge personnelle, pour le coup, du patient. Et une certaine recherche d'autonomie. Je pense que c'est aussi pour ça, c'est ça qui va favoriser aussi la guérison. Oui, c'est se comprendre soi. Plus je vais me comprendre, plus effectivement je vais pouvoir mettre en place des choses qui me correspondent. Alors oui, sexologue, gynécologue, peu importe, on est là pour les aider à comprendre les choses sur un plan de vue médical ou psychologique, mais le patient, on va être vraiment dans une autonomie pour qu'il puisse se comprendre. Et oui, l'envie peut être consciente, mais inconsciemment, il y a des choses qui se jouent qui sont moins faciles à trouver par lui-même, en tout cas. C'est ça. Alors du coup, j'ai des questions sur la sexualité, bien entendu. Oui. Et on va commencer, je mets directement les pieds dans le plat. En vrai, est-ce que les gens ont-ils si souvent envie de faire l'amour que ça ? La question la question que j'ai, allez... Tous les jours au cabinet, si je ne l'ai pas, franchement, c'est qu'il y a un problème dans ma journée. Voilà, c'est bon là. Après, vous irez voir la vidéo, vous saurez. Voilà, vous saurez tout. Alors, déjà, cette question, oui, elle est fréquente, en tout cas en cabinet. Par contre, je la trouve dangereuse. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on réfléchit en termes de fréquence, on se dit qu'on va vers une sexualité qui est contrainte. Je m'oblige à le faire 3 fois par semaine si c'est marqué ça dans les journaux médicaux, si c'est un peu les enquêtes Facebook, etc. Donc je trouve ça dangereux. Maintenant, pour répondre à la question, il faut juste regarder notre quotidien. On a des vies qui sont à 100 à l'heure. On a une charge mentale de par notre travail, de par notre vie de famille qui est assez incroyable. Et en plus, pour la plupart, on a des enfants qui nous prennent pas mal de temps et d'énergie. Donc... souvent, ce qu'on voit, c'est que la sexualité est reléguée au second plan, voire dernier plan. Donc non, concrètement, on n'a pas tant de rapports que ça, parce que c'est dû à toutes les choses que je viens de citer, quoi. C'est pas une priorité, finalement. Enfin, peut-être que les gens voudraient que ça en soit une, mais les c'est surtout ça. Font que la société finalement nous impose aussi, font que ça ne devient plus forcément une priorité. C'est tout à fait ça. En fait, on aimerait, sinon les gens ne viendraient pas me consulter pour trouver des solutions, on aimerait que la sexualité soit une priorité, mais nos vies très remplies font qu'elle n'en est pas une. Oui, et puis j'imagine aussi quand même qu'il y a une grosse partie des femmes due à la charge mentale. C'est pas un mythe. Il y a quand même, donc j'ai envie de dire, il y a cette histoire de société et il y a à côté, on dit que les femmes ont moins souvent envie, ça peut être une croyance, justement, est-ce qu'elles ont vraiment moins envie de faire l'amour que les hommes, par exemple, ou est-ce que... Oui et non, est-ce que c'est une croyance, est-ce que c'est vrai, Alors, en fait... répondre oui ou répondre non, ça serait un peu trop compartimenter les choses. Il faut savoir que la femme, dans son fonctionnement sexuel, elle est plus cérébrale que l'homme. Une femme qui a passé une mauvaise journée, qui a de la charge mentale, qui a de la fatigue, etc., en fait, tout ce qu'elle a accumulé dans la journée de charge mentale et de fatigue, ça va se retrouver le soir. Donc concrètement, pas d'envie sexuelle. Les hommes, eux, vont un peu plus compartimenter les choses. Un homme qui a passé une mauvaise journée, il rentre le soir, il est chez lui. Donc, et d'ailleurs, souvent, ils utilisent la mauvaise journée pour alimenter leurs envies sexuelles en se disant « Bon, je vais finir la journée un peu plus sympathiquement qu'elle n'a commencé. » Les femmes, pas du tout. Vraiment, c'est un lien continu entre la journée et le soir.
Et puis, les hommes sont guidés par la testostérone. On le sait, c'est une hormone assez forte chez eux, qui fait qu'ils ont des envies sexuelles constantes. La femme, elle, ses hormones et son cycle menstruel font que ses envies sont plus cycliques. Donc, si vous mêlez envie cyclique, de par son fonctionnement naturel, plus le fait que elle n'arrive pas à compartimenter les choses, on tend à dire que oui, les femmes ont tendance à avoir moins envie que les hommes. Ouais, et justement, ça me fait soulever une question. Il y a l'envie d'un côté et il y a le désir de l'autre aussi. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence? Parce que j'ai l'impression qu'on a du mal à différencier ces deux... Alors, on a du mal à les différencier parce que souvent, on les utilise pour décrire la même chose. Or, en sexologie, on va vraiment différencier les autres. L'envie va être la manifestation physique du désir. C'est-à-dire que je peux désirer quelqu'un et plus tard avoir envie de cette personne, physiquement parlant. Et là, on va avoir deux types d'envies. Envies spontanées, donc qui vont naturellement et spontanément se mettre en place. Et les envies déclenchées qui, là, vont se mettre en place quand il y a un élément déclencheur. Donc ça peut être un film qu'on regarde où ils s'embrassent, pas forcément un film pornographique. Ça peut être le partenaire qui vient nous chercher. Bref, il va y avoir quelque chose qui déclenche. Et je vois beaucoup de personnes arriver dans mon cabinet, notamment des femmes, qui vont me dire « mais je comprends pas, je désire mon conjoint, ou ma conjointe d'ailleurs, mais j'y arrive pas. » Et en fait, c'est cette manifestation physique qui va manquer. Se dire elle n'arrive plus à avoir des gestes de tendresse, de moments de qualité, de jeux de séduction. Et pourtant, le désir est toujours là. Donc c'est vraiment là où on va faire une différence. Maintenant, effectivement, quand on vient me voir, on mélange un peu tout, désir, envie. Oui, c'est ça. Et puis entre hommes et femmes, comme vous disiez, les hommes compartimentent. Donc eux, ils ont plutôt des envies qui sont spontanées. Ouais. Et alors que chez les femmes, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est plus des envies déclenchées chez les femmes. Effectivement, il faut aller un peu plus les chercher. Les hommes sont plus spontanés et plus, vont plus prendre les choses en main pour... mettre en place ce rapport sexuel. Donc oui, on ne fonctionne pas pareil. À peu près 95% d'envie spontanée chez les hommes contre 95% d'envie déclenchée chez les femmes. Donc ça va, on est complémentaires. Ouais, ce qui fait que, voilà, on comprend mieux pourquoi on a du mal à se comprendre aussi et à se rencontrer finalement. C'est ça. Et alors que s'il y avait déjà... On en parle un peu à l'école de ces choses-là, où c'est trop tôt, enfin, je veux dire dans les lycées ou les choses comme ça, ou dans le cadre du consentement, on parle pas forcément de comment a tendance à fonctionner un homme ou une femme Non, on va avoir des questions. Alors, c'est pas du tout prématuré. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aborde. Ouais. Avant de répondre à toutes les questions, c'est bien de savoir comment fonctionnent les choses et comment nous, on fonctionne. Donc, c'est pas du tout prématuré. Maintenant, ce n'est pas du tout abordé. Alors, il y a très peu d'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Ouais. Normalement, c'est une obligation en termes d'heures par année. Maintenant, c'est pas souvent mis en place. Quand c'est mis en place, c'est par l'infirmière scolaire ou le prof de SVT, qui ne sont pas... Je suis désolée, qui ne sont pas des spécialistes de la sexualité et qui vont plutôt expliquer comment mettre un préservatif sur une banane qu'ils ont piquée à la cantine. Je me souviens de ça. Voilà, je crois qu'on l'a tous vécu. Plutôt que aller répondre aux questions de fond sur le fonctionnement sexuel. Alors, on sait, l'appareil reproducteur, les femmes ont leurs règles. Ok, ça c'est de l'acquis. Quoique des fois, c'est pas tout à fait acquis. Ouais. Mais aller dans le fonctionnement propre de nos hormones, de notre fonctionnement naturel, on le voit et je le dis à mes patients, si on regarde les animaux, le mâle a besoin de féconder plusieurs femelles pour assurer sa descendance. C'est ce qui fait qu'il va faire des parades amoureuses, c'est ce qui fait qu'il va se battre. Et les femelles, elles peuvent être fécondées que par un seul mâle, donc elle attend. L'être humain, oui, on a plein de capacités cognitives, mais on a un fonctionnement sexuel qui est aussi naturel et qui est animal. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve cette même proportion à dire, les hommes, voilà, ils sont tout le temps après les femelles, et les femelles un peu plus en retrait. On a ce même fonctionnement. Et ça, je trouve que ça permet de déculpabiliser beaucoup de femmes qui se disent, finalement, c'est presque normal que j'ai pas envie. Oui. Et beaucoup d'hommes qui se disent « Ah ouais, mais elle va me prendre pour un pervers parce que j'ai tout le temps envie. » Non, c'est leur fonctionnement propre. Non, mais c'est des vraies questions que j'ai. Ouais. Et les gens, quand je leur explique ça, se disent oh, « Mais en fait, je suis normale. » Cette question, on parlait de la question de la fréquence, mais cette question de la normalité, elle revient sans cesse. Sans cesse. Donc voilà, il faut se déculpabiliser. Oui, l'envie, le désir, on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Hommes et femmes en tout cas.
C'est intéressant. Je dirais, alors pour continuer sur les femmes, est-ce qu'on pourrait aborder la question des besoins les plus importants au niveau de la sexualité pour les femmes, Ouais. et aussi au niveau de leur sexe tout court, de leur santé sexuelle en fait. Ouais. Qu'est-ce qui Alors, ressort, vous, dans votre pratique en cabinet, je vous dirais voyez qu'il y a trois problématiques qui ressortent. La première, je vais avoir des femmes qui ont été mères, qui ont investi leur rôle de mère à 2000% et qui du coup ont mis de côté complètement le rôle de femme. Et un matin, un matin c'est schématisé, hein, elles se réveillent et elles se disent « mince, c'est quoi être une femme ?» Le petit piou-piou, il est assez grandi, il a peut-être quitté le nid. Et je me retrouve finalement avec mon conjoint ou ma conjointe et je ne sais plus ce que c'est être une femme. Et là, on va vraiment repartir sur reconstruire l'image de la femme, repartir à la connaissance, à la découverte de leur corps, de leurs besoins, de leur envie, de leur libido. Bref, on va vraiment travailler là-dessus. Ça, c'est la première problématique. La deuxième, malheureusement, c'est un peu faire la paix avec un corps quand il est malade. Donc, toutes les femmes qui connaissent des pathologies, endométriose, cancer, vaginisme, leur corps souffre, leur corps ne fonctionne pas forcément très bien, et elles sont un peu en guerre avec. Et donc, il y a du mal à le projeter dans une sexualité. On se dit, il fonctionne pas pour ça, il fonctionnera plus pour la sexualité. Donc, ça va être plutôt trouver un moyen, de faire la paix, et de voir que ce corps, dans la sexualité, oui, il peut fonctionner. Alors, peut-être pas en empruntant des chemins classiques, mais oui, il va fonctionner. Et puis, troisième problématique, et je crois qu'on en parle assez en ce moment, ça va être les femmes qui viennent me voir parce qu'il y a eu des violences sexuelles. Alors, j'en ai fait ma sous-spécialité parce que je le vois, les femmes sont beaucoup confrontées à ça, alors que ça soit dans le passé ou dans le présent. Et là, on va être dans une déconstruction de cette sexualité négative et puis reconstruire une image plus bienveillante, plus positive de ce qu'est la sexualité. Et on va plus être dans une sexualité subie, en mode, je dois faire mon devoir conjugal, c'est normal, je suis une femme, je dois m'adonner à mon conjoint, et plus dans une sexualité choisie, en fonction de leurs envies, de ce qui les fait, ce qui leur donne du plaisir, en fait, tout simplement. Par rapport au sexe, et donc moins la problématique, il n'y a pas si longtemps que ça, sur mon Instagram, j'ai mis une phrase qui est tirée d'un livre qui s'appelle « Au-delà de la pénétration » de Martin Page, qui disait « Si le plaisir sexuel dépendait de la pénétration, les femmes seraient moins pénétrées et les hommes un peu plus. » Je crois que c'est ça, en fait. Je crois que tout est dit dans cette phrase, je l'ai trouvée juste magnifique et tellement vraie. Et en fait, oui, si on découvrait un peu plus le fonctionnement de la femme, on verrait que la femme, elle n'a pas forcément besoin ni envie d'être pénétrée, parce que c'est pas beaucoup son fonctionnement. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps, même si on peut aimer ça et prendre du plaisir, hein, c'est pas incompatible. Mais les femmes, elles ont juste besoin qu'on comprenne qu'elles sont des êtres à part. Non, une femme, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais a priori c'est pas compris par tous. Non, une femme n'a pas le même fonctionnement sexuel qu'un homme. Ouais. Non, elle a d'autres besoins, d'autres façons de voir la sexualité, d'autres plaisirs aussi. La femme est dotée d'un organe dédié à ça. Ce que n'a pas l'homme. Oui. Juste ça, quand on met les choses dans leur contexte, on se dit on a un organe qui est dédié au plaisir. Uniquement à ça. Uniquement à ça, qui ne sert qu'à ça. Alors que les hommes, ça fait un peu couteau suisse. Et on se dit, tiens, elle fonctionne comme un homme. Non, elle ne fonctionne pas comme un homme. Si elle a un organe dédié à ça, c'est que peut-être il faudrait aller chercher un petit peu plus à connaître cet organe-là et un peu plus le mobiliser. Je vois qu'il est là. Ouais, je l'ai toujours avec moi. Je vous présente clitoris. Voilà, clitoris, parce que dans sa vraie anatomie, parce que jusqu'à présent, dans les manuels, jusqu'en 2017, les manuels d'anatomie, on le représente encore avec un petit point. Oui, c'est ça, la petite perle magique. Voilà. Et puis le bouton sur lequel on appuie. Le bouton magique. Et le bouton magique, le mythe, aussi le mythe du point G aussi. C'est ça. Non, le point G n'est pas là. Voilà. Si vous vouliez donner un indice. La vraie anatomie du clitoris. Voilà. Oui, donc le clitoris est composé de bulbes, de membranes
et d'un gland. C'est à peu près la même anatomie qu'un pénis. Si vous prenez un pénis, c'est exactement fait de la même manière, mais pas dans les mêmes proportions. Et là, vous aurez l'orifice vaginal. Donc, quand en fait il y a une pénétration, les bulbes et les membranes qui sont à l'intérieur, puisque nous on voit que ça à l'extérieur, que le petit gland, vont venir vibrer et déclencher l'orgasme. Quand il y a une stimulation externe, donc sur la petite perle magique au-dessus de l'orifice vaginal, on va avoir donc un orgasme qui est dit externe. Donc non, il n'y a pas d'orgasme vaginal et clitoridien, ce n'est que des orgasmes clitoridiens internes ou externes. Voilà, merci de remettre les choses dans leur contexte. Exactement. Ok. Qu'est-ce qui serait la plus grosse croyance? Parce que là, on vient de casser peut-être une croyance aussi. Quoi, que le clitoris, c'est comme ça? Oui, voilà. Qu'est-ce qui serait, selon vous, la plus grosse croyance dans la sexualité? Il y en a peut-être beaucoup, mais... Alors, je dirais qu'il y en a, en tout cas, deux, que moi, je vois, deux grosses croyances très limitantes. La première, c'est de se dire que la sexualité, c'est codifié et réglementé. Et ça, je l'entends tout le temps. Il faut que je le fasse tant de fois par semaine. Il faut que je fasse telle pratique. Il faut que je le fasse de telle manière. Je dis toujours, on n'est pas au patinage artistique. Ça ne sert à rien d'enchaîner les positions, les figures de style, etc. Non, ça ne sert à rien. La sexualité, il faut tout simplement qu'elle soit ce qu'on a envie qu'elle soit. Que ça soit un moment... créatif, si on a envie, mais en tout cas un moment où on s'amuse et on prend du plaisir. Ça, c'est la première grosse croyance. Non, mettez de côté tout ce que vous avez entendu sur la sexualité. Créez votre propre sexualité. L'autre croyance, et là on l'entend encore, même quand je vais en collège et lycée, c'est que l'orgasme dépend de la performance du ou de la partenaire. Oui. Et là j'entends... Parce que maintenant, on met des petites notes à tout, vous le savez bien. J'entends « Ah, ça a été un bon coup ou un mauvais coup ». Je crois qu'on l'a tous entendu, cette phrase, ou on l'a tous prononcée. Non, l'orgasme ne dépend pas uniquement du partenaire, il va dépendre aussi de nous. C'est-à-dire qu'une femme qui décide de ne pas avoir d'orgasme, elle n'en aura pas. S'il n'y a pas un lâcher-prise, il n'y aura pas d'orgasme. Donc dire que ça a été un mauvais coup, peut-être se remettre aussi en question de comment on a abordé ce rapport sexuel et comment on a investi ce rapport sexuel. Si effectivement, je vais être assez direct, j'ai fait l'étoile de mer et qu'après je dis ça a été un mauvais coup, peut-être je peux remettre en question mon investissement dans ce rapport sexuel. Mais voilà, l'autre croyance, c'est de dire que la performance offrirait forcément de la jouissance. Ouais. Non, messieurs, pas la peine d'être hyper performant. Si votre partenaire n'a pas envie, elle n'aura pas d'orgasme. Voilà, puis pas la peine de se mettre la pression. Mais pas de pression. Voilà. Pas de pression. Donc en fait, Johanna, elle connaît tous les secrets, finalement, pour faire venir le désir, l'envie. Voilà, enfin, il y a quand même... C'est le côté sympa de mon métier. Ouais, voilà. Mais je ne vais pas tous les dire. Oui. Et une dernière question, moi, que je trouve importante parce qu'elle est un petit peu taboue. Et c'est vrai, on n'en parle pas, la société n'en parle pas. C'est tout ce qui concerne la sexualité des seniors. Ouais. C'est un vrai sujet. Je bifurque de ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais voilà, je trouve que c'est un vrai sujet de société aussi. Bah ouais. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, ce qui est dommage, parce qu'on pense qu'arrivé à un certain âge, on a une date de péremption sur la sexualité et qu'on n'a plus de rapport sexuel. Or, il faut savoir que les seniors ont une vie sexuelle assez active. Un peu plus que les jeunes. Pourquoi ? On l'a vu tout à l'heure, notre vie à 100 à l'heure, elle ne nous permet pas d'avoir suffisamment de temps ou d'énergie pour avoir des envies sexuelles. On a nos petits retraités, 60-70 ans. Ils n'ont plus de boulot. Les petits piou-piou ont quitté le nid. Ils sont casés. La plupart du voilà, temps. La maison est payée, il n'y a pas besoin de s'affairer en carrière puisqu'ils sont à la retraite. Donc, il y a plein de charge mentale qui est retirée. Et puis, en plus, c'est un truc super sympa, c'est qu'ils n'ont plus beaucoup de complexes physiques. Ben oui, les dictats du corps parfait, de la performance, ça leur passe au-delà. Donc, en fait, les seniors, oui, en tout cas les 60-70 ans, ont une vie sexuelle plutôt active. Maintenant, à partir de 80 ans, on va dire, oui, il y a une vie sexuelle, mais qui ne va pas être
pareil que la vie sexuelle qu'on peut peut-être avoir nous, parce que là, on va avoir des contraintes liées aux pathologies, aux capacités physiques aussi. On est un petit peu moins souple, un petit peu moins endurant. On sait qu'il y a certains problèmes, notamment érectiles, éjaculatoires, qui vont apparaître avec l'âge. Mais on va avoir une sexualité qui va être autrement. Si vous interrogez les personnes de 80 ans qui sont en couple, bah oui, ils vont dire oui, on fait l'amour, mais pas comme avant. Il va y avoir beaucoup de tendresse, ça va être beaucoup plus de caresses, ça va être beaucoup plus de gestes masturbatoires. Oui, on va pas faire je sais pas combien de positions, mais on va avoir des gestes beaucoup plus masturbatoires liés à la caresse. Donc c'est beaucoup plus tendre. Mais oui, ils ont une vie sexuelle, bien évidemment. Quand même. Je crois que c'est dans le Tao, on dit qu'il faut effectivement faire l'amour jusqu'au dernier jour de sa vie. Bah ouais, c'est bien de mourir comme ça serait une belle mort, je trouve. Mourir en prenant du plaisir. Mais moi, je signe, en fait. Bah voilà, c'est ça. On vous retrouve où, Johanna ? Comment on vous retrouve ? Vous avez parlé d'Instagram tout à l'heure ? Oui, on me retrouve sur Instagram avec la page Osez vous libérer. On me retrouve aussi, j'ai un site internet, blog, ça fait un peu les deux, donc qui est osezvouslibérer.fr. Et puis, on me retrouve en cabinet aussi, ou en intervention extérieure. Si vous me croisez, dites-moi bonjour, je serai ravie. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces questions. Mais de rien. Le temps de nous répondre. Voilà. Merci de vous interroger et de vous intéresser à la sexologie qui est peu connue. Donc, si je peux la faire connaître, je prends. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. De rien. Un beau métier, je trouve. Un métier passion et que j'exerce avec plein de bonheur et d'envie tous les jours. Ouais, donc, l'envie, c'est aussi ça. Ouais. Et si vous avez aimé en tout cas cette interview, surtout vous mettez un petit like et puis vous allez voir l'Instagram aussi de Johanna et le site. Le site internet c'est osezvouslibérer.fr. Osezvouslibérer.fr et je le mettrai sous la vidéo. Merci beaucoup. Bye bye. Merci à vous.